Bien. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue une nouvelle fois sur Être Soi pour nos lives Être Soi. Je m'appelle Corinne Merlot, je suis psychopraticienne et la fondatrice de Être Soi, cette plateforme de développement personnel à La Réunion. Ce soir, je reçois Frédéric Vernier. Frédéric est coach spécialisé en émergence des talents. Il est consultant, formateur, conférencier, auteur, intervenant et animateur. Ensemble, nous allons parler d'un sujet passionnant et ô combien essentiel pour se réaliser pleinement dans notre vie. Le thème de ce live est trouver vos talents pour vous aligner à qui vous êtes vraiment. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant d'aborder ce thème, j'aimerais que tu nous dises comment t'es venue l'idée de te spécialiser en émergence des talents et quelle est ton approche? Eh bien, écoute, le point de départ est issu de mon ADN de communicant parce que le talent peut s'exprimer de plein de façons et notamment à travers des techniques de communication et de marketing. Il y a ce terme anglo-saxon de personal branding, donc le marketing de soi. Et c'est une technique que j'ai développée pour moi-même à l'époque et qui petit à petit, progressivement, a fait germer l'idée d'un parcours global pour aider les personnes à travailler leur marketing personnel, leur marketing de soi. Et en parallèle de cela, j'avais un autre projet avec un collectif d'indépendants et je voulais développer mon leadership. Et du coup, je me suis dit qu'en devenant coach, ça allait m'aider à développer mon leadership. Et en fait, en parallèle de cela, j'ai vécu donc j'ai lancé Marque Subjective, qui était cette volonté d'aider les personnes à révéler leur personnalité, leur singularité avec des techniques de marketing. Et puis, dans ma vie personnelle, j'ai vécu ce que j'appelle une crise de croissance, mais pas n'importe laquelle, une crise de croissance spirituelle, comme j'aime bien le dire. Et du coup, ça a transformé mes projets, ça a transformé ma vie et ça a donné une âme à Marque Subjective. Et je me suis rendu compte que cette formation de coach allait me permettre de devenir coach et pas autre chose. Et finalement, ce sujet du talent a émergé pendant cette formation de coach. Et à la fin de la formation, j'ai su qu'il y avait un lien très fort entre ce chemin de coaching et le projet de Marque Subjective qui devait intégrer une dimension beaucoup plus globale et holistique de l'être humain et pas seulement que le marketing et la com. Donc, le talent, pour conclure la réponse, c'est que le talent, pour moi, intègre une dimension presque mystique, très, très profonde, beaucoup plus que le sujet de la compétence, par exemple. Et du coup, ça vient toucher des choses très, très profondes en soi. Voilà. Alors justement, comment définis-tu le talent? Alors, c'est vrai que le talent, on en avait discuté, on le compare souvent à la compétence. Et c'est par le prisme de la compétence que je définis le talent. Alors, il y a beaucoup d'écrits par rapport à ça et puis mes propres expériences. Aujourd'hui, j'ai accompagné bientôt une cinquantaine de personnes en individuel sur le sujet de l'émergence des talents. Et en fait, j'ai trouvé clairement des points communs assez rapidement. Donc, en fait, pour comparer les deux, je dirais que déjà, le talent relève de l'inné et du naturel. Donc, c'est quelque chose qui est là, qui est la plupart du temps en sommeil et qui ne demande qu'à briller, qu'à émerger, justement, d'où la notion d'émergence. Alors que la compétence, c'est quelque chose qu'on va acquérir, déjà, acquérir. Un talent ne va pas s'acquérir, il est là. On va l'acquérir à l'extérieur de soi. En fait, la compétence, on va l'acquérir à l'extérieur de soi. Et donc, c'est quelque chose qui va être de l'ordre de l'acquis. Ensuite, il y a cette notion aussi de savoir-faire, savoir-être. On parle souvent de savoir-faire, savoir-être. Le talent relève plutôt du savoir-être, là où la compétence relève du savoir-faire. Aussi, la compétence, elle peut être partagée par plusieurs personnes.
Si je prends par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va être consultant en ressources humaines ou sophrologue ou encore éducateur spécialisé, pour faire ces métiers, on est formé et on nous transmet des compétences, des méthodologies, des outils et on se les approprie, etc. Et en fait, des sophrologues, des éducateurs spécialisés, etc., il peut y en avoir des centaines et des milliers sur Terre. Le talent, lui, sous-tend la spécialité. Ça veut dire qu'il y a un caractère singulier. On parle souvent de singularité, mais pour moi, c'est une singularité extrême. Hein. C'est-à-dire qu'on est bientôt 8 milliards d'êtres humains, on est 8 milliards de talents. En fait, nous sommes nos talents. Le talent, c'est l'identité profonde. Le talent dit qui nous sommes, alors que la compétence dit ce que nous faisons. C'est vraiment très distinct et très clair pour moi. Après, j'ai aussi remarqué que c'est très localisé dans le corps, ça aussi, très intéressant. En fait, pour identifier en fait, son talent, j'ai observé que c'est quelque chose qui se jouait dans le ventre et dans le cœur. Moi qui m'intéresse beaucoup au yoga Kundalini, etc., au chakra, etc. Bon, bah, voilà, on est sur le chakra sacré. Et on est sur vraiment féconder son talent, on est vraiment sur la créativité du talent, sur l'accouchement de soi. Et également, il y a le lien, on en parlera avec la mission, qui pour moi part du cœur, le chakra du cœur. Un talent, en fait, est forcément utile aux autres, donc il est forcément altruiste, hein, si ce n'est pas le cas. Ce n'est pas juste, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il y en a d'autres, hein, et pour finir, je pourrais dire que le talent est difficile à identifier parce que justement, pour compléter, la compétence, elle, va s'identifier par le mental, par le cerveau, donc en haut du corps, hein, sur le troisième œil, vraiment dans la conscience, pleine conscience de ce qu'on sait faire. Et en fait, donc qu'est-ce que je perds mes mots. Je disais quoi oui, le talent, voilà, le talent est plus difficile à identifier. En fait, la compétence, elle est facile à verbaliser, à décrire, à intellectualiser. À cartographier. Ouais, en fait, c'est assez facile finalement de décrire une compétence et du coup de la cartographier dans une entreprise, une organisation et de la repérer chez les autres. Le talent, comme en fait, il ne se repère pas comme ça, le talent se ressent. On est dans l'ordre de l'intuition, on est dans l'ordre du ressenti, du tactile, de l'émotionnel. Et même, on peut avoir des frissons. C'est-à-dire qu'en séance de coaching, je le vis en fait régulièrement quand il y a ce déclic, cet insight. Le coaché et le coach, on a des frissons sur toute la colonne vertébrale et on sait que là, c'est un signe. On sait que là, on a touché du doigt quelque chose de merveilleux, de beau, de juste. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et je pense que malheureusement, nous n'avons pas assez de mots, malgré la richesse de toutes les langues sur Terre, on n'a pas assez de mots pour décrire en fait le talent. Donc, on fait comme on peut. C'est pour ça que les gens ont besoin de moi pour ça, parce que c'est compliqué de mettre des mots. Bien, alors pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous mettre un petit commentaire et nous dire si ce thème vous parle, si vous aviez vous-même déjà fait la distinction entre talent, compétence, et si vous avez identifié votre talent, vos talents. D'ailleurs, c'est une question que je souhaite te poser. Est-ce qu'on n'a qu'un seul talent? Est-ce qu'on en a plusieurs? Comment tu vois ça? Pour moi, c'est loin d'être une science dure, une science exacte en fait. Et je pense que nous avons plusieurs talents et que nous avons un talent majeur, tous et toutes autant que nous sommes. Donc, nous avons un talent majeur. Et j'ai vraiment observé des personnes, voilà, j'ai accompagné des personnes où tu vois bien qu'il y a quand même, c'est pas clair. Il y a vraiment un talent majeur, mais il y a quand même des choses qui gravitent en périphérie qui ne sont pas des compétences. Donc, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose d'autre. Donc, voilà, on est dans le subtil, on est dans l'invisible, dans le non-verbal
et j'aurais tendance à dire que oui, nous en avons plusieurs. Ok. Alors, la question, c'est comment trouver son talent ou ses talents? Hmm. Comment identifier ses talents? Ouais, ouais, ouais. Alors, en fait, il y a plusieurs réponses. Déjà, comme on le disait tout à l'heure, alors que pour monter en compétence, on a besoin des autres. On a besoin de transmission, de mental, d'acquérir des choses. Donc, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Alors que le talent, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est un chemin qui commence à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que pour moi, il y a une dimension mystique. Parce que quand moi, j'ai fait toutes ces dernières années, ces recherches sur la mystique quantique, donc sur les sciences de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, et à la fois sur les philosophies spirituelles millénaires, on se rend compte que tout le monde dit la même chose au fil des siècles, partout dans le monde, mais on le dit de façon différente et la plupart du temps, c'est pas conscient en fait. Et en fait, le talent a une dimension mystique parce qu'effectivement, c'est par introspection qu'on va le trouver. C'est-à-dire que finalement, les sujets tels que la méditation, la vacuité, comme on dit en bouddhisme, voilà, ou l'éther, c'est dans l'éther que vit le talent. L'éther qui est cet élément dont on parle en physique quantique, dont Albert Einstein parlait beaucoup, et à la fin, il commençait à le vulgariser, mais il n'osait pas trop en parler au début. Et aujourd'hui, de grands physiciens en parlent de cet élément. Il faut savoir que la grande majeure partie de l'univers est composée de vide qui n'est pas vide, de cette énergie dans le quantique. Et on sait, en fait, grâce à la physique quantique et grâce à toutes ces aberrations mathématiques qu'on peut observer dans l'infiniment petit, qu'il y a quelque chose qui fait que nous sommes tous connectés et tout est connecté à tout. Et qu'est-ce qui fait que tout est connecté à tout? C'est parce que c'est justement ce vide qui permet cette connexion. Et je pense que le talent, en fait, il est ici, à cet endroit, dans autre chose que cette énergie baryonique, cette énergie dans la matière dense. On est dans quelque chose de volatile, d'invisible, de subtil, d'insondable. Et c'est pour ça que c'est avec le cœur et le ventre qu'on peut l'identifier. Et donc, c'est vraiment un travail d'introspection. Donc ça, pour moi, c'est une réponse forte déjà. Ensuite, j'ai identifié des critères. J'ai identifié des choses qui sont assez concrètes et qu'on peut s'exercer à mesurer. En fait, il y a 3 critères qui font qu'on peut savoir, pour moi, que nous sommes dans une zone de talent. J'en parle souvent, le premier critère, c'est la joie et le plaisir. Quand on fait ce qu'on fait, parce qu'on est quand même dans l'action, quand on exploite son talent, on est dans l'action. Et donc, on est dans l'être, mais on agit pour les autres. Et donc, quand on fait ça et qu'on ressent une joie énorme, c'est ça. Alors, il y a plein de mots. Hein. Les Japonais, ils parlent de l'ikigai. Les Québécois, ils disent trouver son X. Les Américains parlent du flow. Il y a plein de mots et de cultures pour parler de ça. Mais c'est vraiment cette sensation de joie où quand tu vis ce que tu vis, il y a cette jouissance en fait dans tout le corps et dans l'esprit, tout est aligné quoi. Il y a vraiment cet alignement. On parle d'alignement dans le développement personnel. Ça fait du sens quoi. Qu'est-ce qui est aligné? Ce qui est aligné, c'est ton incarnation, ton corps, ce que tu dis, ce que tu es, ce que tu fais pour l'autre, et toutes ces vibrations, ce qui se passe dans le corps. Et ce que tu peux canaliser aussi potentiellement, que tu peux ressentir par intuition. Tout ça dit la même chose. Et quand tout dit la même chose, c'est que c'est juste en fait. Donc ça, c'est vraiment la notion de joie et de plaisir. Le deuxième critère, c'est la notion de fluidité. J'aime bien utiliser les mots fluidité, simplicité. Ça veut dire que lorsque tu fais ce que tu fais, c'est extrêmement simple, c'est extrêmement fluide. Je dis souvent, c'est comme, par exemple, à un moment donné, quelqu'un va te dire « mais tu sais, Corinne, je t'ai vu interviewer plusieurs personnes sur ton podcast, sur ta page Facebook. Waouh, c'est génial parce que tu arrives à partager la quintessence des personnes interviewées. Je serais incapable de faire ça. » Bon. Et là, souvent, on a une petite voix qui nous dit « mais c'est gentil, mais pourquoi il me dit ça en fait? Parce que je ne comprends pas. En fait, j'ai rien fait. » On serait tous capables de le faire. Ah oui, tout le monde sait faire ça. C'est très simple en fait. J'ai rien fait de particulier. Et là, j'imagine un gros buzzer.
Non, justement, c'est l'univers, en fait. Pour moi, c'est l'univers qui instrumentalise la personne qui te dit ça et qui t'envoie une information et qui justement te dit, là, tu es peut-être dans une zone de talent. Alors, pourquoi on fait l'erreur? On fait l'erreur parce que je ne sais pas sur ta magnifique île comment ça se passe, mais en métropole et ailleurs en Europe, on a cette culture judéo-chrétienne qui est très incrustée. Présente, Et, oui. et voilà, et en fait, on a cette croyance très, très ancrée que quelque chose qui a de la valeur au niveau professionnel, pareil notamment, c'est quelque chose qui demande du mérite, hein, qui a du mérite et qui demande de l'effort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur sans effort. Le talent dit l'inverse. C'est justement parce que tu ne fais pas d'effort que c'est naturel que tu es dans ta zone de talent. Donc c'est cette notion de fluidité, de simplicité, de flow qui est un indice précieux. Et oui, pardon. Juste pour affiner, pour toi, le talent est synonyme de don, hein. On est d'accord, hein. Oui. C'est OK. Oui. Donc, c'est différent, complémentaire des compétences, hein, pour les personnes qui nous rejoignent. Le don est vraiment quelque chose qui est personnel. On a chacun notre talent et c'est inné. C'est pas quelque chose qui se développe, c'est pas quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur. C'est vraiment quelque chose qui est en nous, hein. C'est quelque chose qui est en nous. On peut le développer, bien sûr, on peut le développer, mais c'est quelque chose qui est déjà là. C'est pas quelque chose qu'on va Oui, prendre c'est pas de l'acquis. d'autrui. Ouais, tout à fait. Et le troisième critère, c'est la gratitude. Mais pas la gratitude qu'on ressent pour quelque chose ou pour soi ou pour autrui. Non, c'est la gratitude qu'on reçoit des personnes pour qui on fait ce qu'on fait. Et pour moi, la gratitude, globalement, elle s'exprime de quelques façons. Ce que j'ai pu observer, bien sûr, dans le verbe, hein, c'est-à-dire on va dire merci, mais c'est loin d'être la principale façon d'exprimer sa gratitude. La gratitude, elle peut s'exprimer dans le corps, en non-verbal. Par exemple, quelqu'un qui va souvent entre hommes se serrer la main avec une poignée de main bien ferme, bien virile. Des fois, ça peut être avec la main sur l'épaule, ou des fois plus subtil, comme moi, j'aime beaucoup dans le regard, en fait, pour moi, ces yeux qui sont les portes de notre âme. Donc, un regard complice, hein, et ça peut être un sourire. Donc, le non-verbal exprime beaucoup de gratitude. Ensuite, au niveau professionnel, il y a la notion de prescription, de recommandation ou de cooptation. Le fait de recommander quelqu'un auprès d'un client ou auprès de son employeur, pour moi, c'est une forme de gratitude. Ça peut être interprété comme ça. Et puis, il y a une quatrième forme qui est le cadeau, le présent. Je me souviens d'une de mes coachées qui avait pour objectif vraiment d'identifier son talent et sa nature profonde, mais ça passait aussi à travers un sujet complètement différent qui était le fait de se sentir courageuse, d'avoir le courage de partir voyager très loin dans le monde toute seule, ce qu'elle n'avait jamais réussi à faire. Et de tous ces voyages passés, elle avait rapporté du sable et des petits coquillages. Et elle avait un espèce d'hôtel chez elle qu'elle avait photographié, qu'elle m'avait montré. Et le jour du bilan du coaching, lors de la dernière séance, elle m'avait posé un objet sur la table et elle m'avait dit Fred, ça c'est pour toi. Et vraiment emballé, super joli et tout. Et quand j'ai déballé, j'ai vu un petit pot de verre qui est dans mon espace coaching tout le temps. Et en fait, elle avait mis un petit peu de tous les sables et de tous les coquillages de tous ses voyages. Et en fait, ça m'avait beaucoup ému. Ah ben oui, hein. Ah, c'est super, hein. Alors je regarde un petit peu les commentaires, des bonsoirs, la résonance de l'être, vibration du cœur, tête et corps, hein. Oui, tout à fait, hein. C'est vraiment l'alignement. Nous, dans nos enseignements chamaniques, on dit marcher dans sa parole, hein. C'est vraiment cet alignement, je dis ce que je fais ce que je dis, et ça c'est vraiment, vraiment la base. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle la congruence, hein. Pour moi, la congruence, c'est quelque chose qui est presque viscéral, hein, chez moi. Pour moi, quand je ne le suis pas, et ça m'arrive régulièrement, hein, je fais de mon mieux comme tout le monde, mais ça m'arrive parfois de ne pas être congruent et je m'en veux beaucoup parce que c'est une valeur forte et j'ai tendance à être très intolérant envers les personnes avec qui je construis des projets, des relations, etc. et qui ne sont pas cohérents entre leurs paroles et leurs actes. Et pour moi, c'est un peu fatal. Il y a la confiance qui se dégrade quand l'incongruence apparaît.
Je suis totalement d'accord, hein. Je sais que c'est quelque chose sur lequel je dois être vigilante. Sur, effectivement, on pourrait appeler ça un manque de tolérance, mais c'est vrai que l'incongruence des gens, ça peut pas mal m'insupporter, hein. Comment s'exprime le talent? Alors, comment s'exprime le talent? De toute façon, il s'exprime en beauté. Il y a un lien avec le beau, en fait, au sens philosophique, hein. Dans la philosophie antique grecque, la notion de la beauté, le beau avait vraiment un lien avec la vertu. Et avec un lien avec l'éthique. Beaucoup de grands philosophes ont fait le parallèle entre l'éthique et l'esthétique. Et ça m'a intéressé de faire le lien avec le talent parce que je pense que lorsque quelqu'un est dans sa zone de talent, il y a quelque chose de beau qui émerge et la personne, elle est inspirante. Donc, c'est un indicateur. Quand on voit une personne justement lumineuse, solaire, joyeuse, eh bien, il est probable qu'elle soit dans sa zone de talent. Quand il y a un groupe de 15 personnes qui rentrent dans une pièce que personne ne se connaît et que déjà, on sent déjà un charisme, une présence, un regard voilà, très ancré et très rayonnant, déjà, ça, c'est un indicateur et c'est une façon d'exprimer son talent de façon naturelle et pas forcément consciente. C'est un état. C'est un état d'être. Après, le talent, il peut s'exprimer il faut qu'il s'exprime par le verbe. Parce que, voilà, il y a un côté un peu biblique, hein, mais il y a le verbe a son importance. Nous sommes une civilisation qui avons besoin du verbe pour communiquer, pour vivre ensemble. Et donc, le talent a toute sa place par rapport au verbe. Donc, c'est important d'exprimer. Pourquoi c'est important d'exprimer en fait avec des mots? Pour comprendre. Les personnes, en fait, ont besoin d'identifier. Chacun a sa grammaire, a son vocabulaire, a sa carte du monde, a ses repères. Et il faut, pour créer du lien, il faut utiliser ces ponts, ces passerelles qui est le langage, en fait. Avec d'autres personnes, avec certaines personnes, une minorité, le langage est inutile. On se comprend. J'ai une amie, Karina, qui parle de clients d'âme. Quand on exerce une activité d'indépendante ou professionnelle, à un moment donné, quand on est vraiment aligné avec son talent, on peut, de façon spirituelle, de façon énergétique, attirer à soi exactement les gens qui ont besoin de nous et qui font partie aussi, étonnamment, ou pas, en tout cas, il y a un lien avec cette cohérence de ce qu'on appelle de famille d'âme aussi. Et il y a de ça, il y a vraiment de ça. Et donc, sur le plan énergétique aussi, ça s'exprime comme ça. Oui, et puis pour rebondir sur ce que tu dis, hein, je sais que tu proposes aussi des formations sur les chakras. Et donc, pour mettre ça en lien avec le verbe, le chakra de la gorge, c'est aussi l'expression de soi. C'est le qui je suis, qu'est-ce que j'incarne dans ce monde. Donc, voilà, c'est exprimer nos dons, nos talents, exprimer qui on est. Et donc, c'est le dire, c'est le montrer, c'est le faire, c'est l'être. Tu vois, je porte un petit galet de lapis lazuli. Donc, on est en plein dans le chakra de la gorge. Et c'est une pierre symbolique, hein, en lithothérapie, le lapis lazuli. Et c'est vrai que le chakra de la gorge, je compléterai en disant que c'est aussi le chakra qu'on va associer à l'amitié et à l'altruisme. L'altruisme, pour moi, il se situe dans le chakra du cœur, mais aussi il va s'exprimer en fait dans l'engagement verbal aussi, chakra de la gorge. Et ça parle aussi de ça. Donc oui, je trouve ça juste ce que tu... Alors, quand tu parles de talent, tu parles aussi d'approche systémique. C'est quoi le lien alors que tu fais par rapport à ça? Alors effectivement, ça c'est le principe même de ce mouvement que j'ai fondé il y a 5 ans qui s'appelle Marque subjective. Le principe, en fait, c'est de considérer l'être humain dans sa globalité. Et effectivement, pour moi, il y a 4 dimensions
qui sont importantes. Il y a la dimension intellectuelle, où là, effectivement, on a besoin de rationaliser les choses et d'être dans le mental. Et c'est là où on va faire du marketing, de la com, mais aussi où on va s'intéresser aux neurosciences, etc. Tout ce qui peut être conscientisé et tout ce qui peut être mentalisé. Donc, on est sur ce registre-là. Là, en général, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Ensuite, il y a la dimension corporelle, physique. J'aime bien dire en langage des oiseaux que nous sommes incarnés, c'est-à-dire nous sommes un, car né. C'est pas neutre comme astuce de langage des oiseaux. Nous sommes un, c'est-à-dire que on a l'unicité, c'est-à-dire que nous sommes des êtres individués, comme disait Jung, parce que nous sommes nés en fait. Et la naissance, c'est l'incarnation. Donc, qui dit l'incarnation, dit la carne, dit la chair, et donc c'est l'énergie à l'état baryonique dans la matière, dans cette densité. Donc, c'est cette expérience, ce grand théâtre qui est la vie incarnée. Et donc, nous avons un corps, et ce corps, en fait, on sait bien qu'il faut en prendre soin. Si on écoute les travaux de Grigory Grabovoï, qui est un grand physicien russe, ce corps-là, en conscience, on pourrait arrêter son vieillissement. On pourrait expérimenter la résurrection comme le Christ, s'il a effectivement existé, j'y crois. Et chaque être humain serait capable de stopper le vieillissement des cellules. Donc demain, on pourrait imaginer une civilisation où nous ne vieillissons plus. Bon, ça, c'est des théories. Hein. Et en tout cas, ce corps, on sait que c'est notre véhicule, le véhicule de notre âme. Et du coup, nous, on propose en fait de l'aborder avec la danse, avec le théâtre, avec la sophrologie, avec le yoga, etc. L'expression corporelle. Ouais, la dimension corporelle, elle est hyper importante. Même le coaching le personal shopping, le coaching de vêtements, prendre soin de soi. Voilà. Il y a aussi la morphopsychologie avec Laurence qui travaille là-dessus, la lecture du visage. Hein. Le visage dit énormément de choses sur nous. Voilà. Donc, le corporel, le physique, c'est une dimension très importante. Ensuite, il y a la dimension psychique, psychologique, parce que moi, je suis persuadé que voilà, tous les travaux de Freud, de Jung, de Lacan, etc., portent encore aujourd'hui leurs fruits. Et c'est des socles à challenger, bien sûr, mais voilà, pour moi, une des principales vertus des travaux de Freud, ça a été de considérer considérer des personnes comme des personnes folles à des personnes atteintes d'une maladie pathologique et de quelque chose qui peut soigner. Donc, voilà, il y a plein de choses. Donc, pour moi, le côté psychique, psychologique, notamment en particulier en thérapie brève, est quelque chose de fondamental. Le sujet des blessures, nous en avons tous et toutes des blessures, et c'est vraiment avec l'inconscient et le subconscient qu'on va aller nettoyer ça. Et là, en fait, le corps ne peut pas faire le travail tout seul, et le mental encore moins. Au contraire, il va nous tromper. Et puis le quatrième aspect, qui est la spiritualité. Et la spiritualité, en fait, je la définis comme une capacité. J'aime bien dire, en fait, que pour moi, ma définition universelle de la spiritualité, c'est cette capacité d'un être humain à faire l'expérience dans l'infiniment petit, vraiment dans l'infiniment petit, de se sentir connecté à tout et à tout le monde dans l'infiniment grand, de façon joyeuse et sereine et sans limite de temps ni d'espace. Et ce que je décris là corrobore les milliers et les milliers de témoignages de tous ces êtres éveillés spirituellement qui ont témoigné dans des ouvrages, dans des conférences, dans des séminaires, etc. Et donc, tout ça, c'est le côté holistique. Donc, on a les 4 dimensions. Et la systémie, c'est quoi? Quand on parle en constellation familiale ou en systémie en PNL, la systémie, c'est de considérer que dans une organisation avec plusieurs éléments ou plusieurs individus, lorsque tu touches à quelque chose, il y a une espèce de ficelles qui font que tout est interconnecté. Et donc, si tu bouges un truc ici, ça va bouger là-bas. Et en fait, dans le parcours sur mesure qu'on propose avec Marque Subjective, on se rend compte effectivement que si on accompagne une personne sur sa posture, par exemple corporelle, eh bien, ça peut avoir un impact sur ce qu'elle est en train de travailler, sur sa peur de l'abandon, et peut-être que ça va débloquer des choses sur son incapacité à faire des choix.
Et donc, la systémie, c'est les interconnexions entre les 4 dimensions holistiques. Ok, donc en gros, ça permettrait en travaillant sur ces 4 dimensions de se libérer, de se nettoyer, de se guérir de certaines blessures pour, euh, pour justement laisser émerger notre talent. C'est vrai que la résilience, en fait, c'est un chemin idéal et non obligatoire. Voilà, on ne va pas se flageller, on n'a pas besoin de souffrir ou de guérir des souffrances pour trouver son talent. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai observé, c'est que les personnes qui ont vécu des traumas lourds, et j'en ai eu dans ma clientèle, eh ben, en fait, on se rend compte que ces personnes, elles trouvent plus facilement leur talent. J'ai eu du mal à comprendre ça. Ça m'a demandé voilà, plusieurs dizaines de cas pour réaliser que tout ça était finalement très cohérent. Parce qu'en fait, le chemin pour trouver son talent est le même que celui de la résilience. Pourquoi je dis ça? Parce que les personnes qui ont vécu un viol, qui ont perdu un enfant, qui ont un handicap moteur soudain avec un accident, des choses extrêmement lourdes, elles font un choix, ces personnes. Elles font le choix de se relever. Et quand elles font le choix de se relever, elles témoignent après qu'elles ont trouvé en elles des ressources qu'elles n'imaginaient pas exister. Voilà. Elles n'imaginaient pas qu'en elles, elles avaient ces ressources pour survivre, pour se relever. Et sur ce chemin, ce voyage, elles ont juste à se pencher pour collecter tous ces diamants qui sont ces talents. Voilà. C'est vraiment ce même chemin. Alors, on peut quand même aller connecter nos talents sans forcément souffrir. Exactement. Ça, c'est très important. Il ne faut surtout pas croire qu'il faut souffrir ou résilier pour trouver ses talents, bien sûr. Exactement. On ne va pas aller se créer des expériences difficiles pour se... Mais en tout cas, oui, j'entends très bien ce que tu veux dire. Je pense que voilà, c'est les personnes qui vivent des expériences difficiles, à un moment donné, pour remonter, quand elles ont touché le fond, pour remonter, il y a une envie de vivre qui est tellement forte qu'à un moment donné, on se recentre, on revient à l'essentiel. Je pense qu'il y a l'ego explose plus facilement quand on vit des moments difficiles pour vraiment se reconnecter à notre part divin, voilà, quelque chose de beaucoup plus essentiel. Et donc, je pense que c'est plus facile dans ce contexte-là de se trouver. Hein. Et tu vois, par rapport à l'ego, on met souvent en opposition l'âme et l'ego. Et j'avais une amie qui partageait une idée que j'aime beaucoup, qui parlait de l'amigo. L'amigo, c'est cet alliage entre l'âme et l'ego, et qui serait du coup une incarnation réussie, on va dire. Et en tout cas, pour moi, j'associe l'ego notamment au processus de conscientisation. Parce que je vois bien que quand moi ça m'arrive de faire des expériences, effectivement, des voyages chamaniques ou autres, ou même quand je reçois des enseignements énergétiques, pour moi, qui suis en plus zèbre et tout, donc ça bouillonne au niveau intellectuel. Et en fait, très souvent, il y a une grande confusion entre ce que je reçois de façon intuitive et ce que j'interprète avec mon mental. Et j'ai énormément de mal à savoir où est la frontière, en fait. C'est très poreux. Et ce que je sais, en tout cas, c'est que grâce à mon ego, je conscientise des choses extrêmement importantes qui sont subtiles et qui sont difficiles à identifier. Et en fait, mon mental, il va m'aider. Il va me tromper parfois, mais il va aussi m'aider à prendre conscience de cela. Oui. C'est vrai que dans le développement personnel, on parle beaucoup d'ego, mais voilà, il nous sert, il est important. Ça ne sert à rien de vouloir absolument le détruire, l'éliminer. On a besoin de notre ego. Quel est le lien ou les liens que tu fais entre le talent, notre mission de vie, notre incarnation? Ok. En fait, ce que je dis souvent, c'est que lorsque le talent est juste, il en découle automatiquement une mission de vie. Et cette mission de vie, elle est altruiste et citoyenne. Pour moi, c'est vraiment ces deux qualificatifs qui sont importants.
altruiste et citoyenne parce que, pourquoi je le dis comme ça? Il y a quelques années, je me suis engagé dans l'ombre d'un point de vue politique au niveau des élections présidentielles pour essayer de porter un candidat citoyen. Voilà, et en fait, la notion de citoyenneté avait tout son sens puisqu'on a travaillé sur un programme présidentiel qui était extrêmement étoffé. Et j'ai vu le lien avec l'échelle individuelle. Lorsque tu es à la tête d'un État, d'un pays, tu as la responsabilité, en théorie, hein, tu as la responsabilité d'une nation. Et donc, il y a une dimension collective, il y a un égrégore comme ça d'une nation, d'un pays, avec sa culture, son histoire, etc. Et en fait, rends compte qu'il y a le même parallèle avec l'individu. Et en fait, l'individu, eh bien, il doit servir aussi autrui, pour moi. Et donc, c'est le talent qui va réussir ça. C'est en étant qui on est en profondeur que nous sommes les plus utiles aux autres. C'est pour ça que je croise beaucoup de personnes qui sont un peu cadras, la quarantaine, etc., qui sont en crise de mi-vie et qui font un métier depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui en fait tombent des nues parce qu'en explorant différents sujets en développement personnel, réalisent qu'ils sont dans l'erreur depuis beaucoup trop longtemps et qu'ils sentent bien qu'il y a un problème de sens. Qui ne sont pas alignés. Il y a un problème de sens. Tu dis, pardon? Qui ne sont pas alignés ou qui ne sont plus alignés. Alors du coup, qu'est-ce qui est aligné et pas aligné? Qu'est-ce qui n'est pas aligné à ce moment-là? Ce qui n'est pas aligné, c'est qu'ils commencent à ressentir quelque chose à l'intérieur d'eux en profondeur, avec beaucoup de peine. D'ailleurs, souvent quand ça arrive, on peut transformer ça, mais beaucoup de tristesse, beaucoup de peine et de frustration parfois de se dire mais voilà, j'ai fait tout ça, pourquoi? C'est le sens, pourquoi? Et finalement, je me rends compte que je suis ici pour autre chose. Et ce qui n'est plus aligné, c'est le métier que je pratique et finalement ce qui va émerger et qui est le talent. Et c'est ça qui a besoin d'être réaligné à un moment donné. Voilà. C'est vraiment très, très, très intéressant. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on continue? N'hésitez pas à nous les poser. Frédéric se fera un plaisir, une joie d'y répondre. Oui. Alors, je regarde un petit peu. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de talents pour que les gens, pour clarifier, pour que les gens puissent bien comprendre de quoi on parle? Alors en fait, je vais donner un exemple, effectivement, c'est un exemple que je donne souvent. En fait, pour définir un talent, quelque part, ça va ressembler au marketing, paradoxalement, alors que pourtant, on est dans des registres quand même très, très différents. En marketing, on parle de proposition de valeur, de produits-services, donc de quelque chose à proposer. On parle de segmentation client, etc., etc. Et on a des particularités, et en marketing, on parle de marché de niche ou de marché de masse. La compétence va permettre de répondre à un marché de masse, alors que le talent va répondre à un marché de niche, puisque notre talent est très singulier. Et propre à nous. Ouais. Et donc, pour moi, la définition d'un talent, ça peut passer par une phrase qui définit qui je suis en profondeur, qu'est-ce que je sais faire d'une façon particulièrement naturelle et excellente, pour laquelle je reçois de la gratitude, qui ne me demande aucun effort et dans lequel je ressens énormément de joie. On retrouve les critères dont je parlais. Et peut-être pour un public particulier et d'une façon particulière. Donc, pour illustrer concrètement, on peut imaginer quelqu'un, par exemple, qui fait de la communication animale. Donc, la communication animale, c'est notamment, ça peut passer par de la télépathie. Donc, alors ça peut faire sourire, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a plein de preuves
par rapport à ça? Il y a des, Alors, je souris en plus parce que en fin de semaine, je reçois Florence et on va parler de communication animale, justement. Donc, Parfait, ok. Et elle fait de la communication animale avec quel, plutôt quoi? Les chevaux, les chiens, les chats, les oiseaux? avec tout. Avec Elle est tout. vétérinaire et donc elle a un beau centre et elle recueille pas mal d'animaux. Et donc elle a des chevaux, elle a des chameaux, elle a énormément d'animaux. Et donc elle vient à La Réunion depuis 2 ou 3 ans pour former justement la communication intuitive. Donc Hmm, voilà. excellent, super. Donc, bah, on peut imaginer une personne qui est formée à la communication animale par rapport à la technique, la méthode, mais qui de toute façon, pourquoi? Parce que naturellement, depuis la petite enfance, la personne se rend compte qu'elle a l'impression, et pour elle c'est normal, ça a toujours été comme ça, qu'elle communique avec, par exemple, ses animaux de compagnie, donc avec des chats, des chiens, etc. Mais on peut imaginer que la personne soit spécialisée avec certains types d'animaux. Donc par exemple les dauphins, et que finalement cet art-là, elle va le mettre au service d'un public particulier qui pourrait être par exemple des personnes en fin de vie dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, etc. Et là, on commence à voir quelque chose de très très précis. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui offrirait ça au monde, à mon avis, il y en a pas des dizaines, quoi. Alors que si, par exemple, je parle de métiers plus traditionnels comme vendeur ou directeur commercial, on en a des millions sur Terre. Donc, il y a vraiment cette notion, encore une fois, dans le verbe d'hyperspécialité, de description et d'association entre qui je suis, ce que je fais, avec aisance, avec joie, avec gratitude en retour, et pour un public particulier, ces fameux clients d'âme dont parle Karina Aladet. Et en fait, ça s'associe aussi souvent avec les passions. C'est quelque chose que j'ai pu observer. Derrière les passions se cachent souvent des talents. J'ai accompagné, je faisais partie d'une association qui s'appelle Un par un emploi pendant pas mal de temps. Donc, j'ai parrainé plusieurs dizaines de personnes pour les aider en théorie, j'étais censé les aider à l'insertion, à retrouver du travail, à retrouver un emploi. Et en fait, quand ils sont passés entre mes mains, à la fin, ils finissaient indépendants et ça marchait. Ils convertissaient à l'entrepreneuriat. Et je me souviens d'une jeune designer produit. En l'interrogeant, en faisant ma petite enquête, j'ai découvert c'était une ancienne championne de handball semi-professionnelle au niveau national. Et effectivement, on voyait bien que ça la passionnait. Et le design produit la passionnait aussi. Donc, je l'ai convaincue et elle a fait tout ce chemin pour devenir indépendante. Et maintenant, ça marche très bien, etc. Mais je sais que à côté de cela, un jour ou l'autre, peut-être reviendra le handball parce que c'était beaucoup plus profond que juste être joueuse de handball. Il y avait autre chose qui se jouait, plus subtil. Je ne sais pas quoi, puisque je ne la coachais pas, ce n'était pas le format. Je faisais des entretiens conseils. Mais il y avait quelque chose là qui était là. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai observé chez mes clients. Et le talent, parfois, arrive au carrefour de nos passions et de notre identité. C'est pour ça que dans le processus de coaching que je propose, il y a des outils que j'utilise régulièrement qui permettent de révéler les grands traits de personnalité, de révéler les valeurs de la personne qui lui sont chères et aussi tout ce qu'elle a pu réaliser en fait dans sa vie jusque-là. Et on se rend compte que c'est de l'alchimie en fait. Hein. Il y a plein de petits indices qui font qu'à un moment donné, ça émerge. Tu as quelque chose d'invisible qui sort de l'eau et qui est submergé, en fait, et qui immerge, pardon, et qui est là. Et puis, on ne voit plus que ça après. Complètement. Alors là, il y a Patricia qui nous demande donc comment trouver son talent. Donc, tu as quand même bien répondu. Vous pouvez vraiment, hein, je vous invite
à prendre à chaque fois un papier, un stylo, à marquer les phrases clés, les mots clés. Là, par exemple, c'est quelles sont vos passions? Qu'est-ce que vous aimez? Dans quoi vous êtes bon? Quels sont ça peut être aussi des personnes, tu le disais un petit peu tout à l'heure, ça peut être le retour de vos proches ou qui vous disent t'es doué là-dedans, tu es bon là-dedans, ça tu sais faire, moi je sais pas le faire. Donc ce sont des pistes en tout cas. Donc pour trouver son don, pour trouver son talent, ça passe quoi qu'il en soit par une introspection. Ça demande, dans nos enseignements chamaniques aussi, on doit régulièrement répondre aux 3 questions du phénix, qui je suis, d'où je viens et où je vais. Donc le qui je suis, on pourrait se la poser, mais presque tous les jours. La réponse serait différente, la réponse s'affinerait. On peut aussi demander à nos proches comment est-ce que toi tu me vois, qui je suis pour toi. Donc bien sûr c'est un retour, c'est pas qui on est, mais ça peut aussi amener à identifier nos talents en Et faisant encore une fois. Vas-y. ouais, il y a quelque chose que je pratique et qui m'amuse beaucoup, qui est très efficace, c'est que quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, tu sais, culturellement, une des toutes premières questions qu'on pose, c'est Qu'est-ce et que tu fais dans la vie? exactement, voilà, exactement. Donc automatiquement, on est d'accord par rapport à tout ce que j'ai déjà dit, on oriente la discussion dès le début sur les compétences. Complètement. Et le titre, le métier qu'on pratique. Bon, Et sur le faire, encore une fois. on est dans le faire. Et pas sur l'être. Ouais. Et pas sur l'être. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est demander bonjour, Hélène. Alors, dis-moi, qu'aimes-tu dans la vie ou qu'aimes-tu faire dans la vie? Et là, tout de suite, ça fait sourire parce que les gens ne sont pas habitués. Et en fait, les gens ne sont pas habitués. Donc, ils ne savent pas quoi répondre au début. Voilà. Et en fait, alors, c'est très révélateur de la personnalité en face, dans la façon de répondre. Donc, c'est très, très riche d'enseignements pour savoir qui on a en face de soi. Et c'est une occasion de créer du lien de façon très intime en très peu de temps. Et moi, j'adore créer cette magie, provoquer cette magie de la première fois, voilà, et de passer par qu'est-ce que tu aimes. Parce que si on demande à la personne pour la première fois qu'aimes-tu dans la vie, on parle d'amour. Donc, forcément, c'est quelque chose de très agréable à partager. Alors, des fois, ça peut être intrusif. On a des personnes pour qui ça peut être intrusif. Peut-être pas intrusif, mais en tout cas un peu trop intime. Intime, oui. Et donc, ils vont se protéger et c'est OK. Après, c'est de sa responsabilité. Moi, je pose la question. Tu n'es pas obligé de répondre. Je dis ça souvent. Ouais. Alors là, c'est la question que je vous pose. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais en tout cas, on peut en discuter. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'aimez-vous dans la vie? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous procure un sentiment de bien-être? On parlait, tu parlais, bien sûr, quand on est dans sa zone de talent, qu'il y a cette fluidité. Donc, qu'est-ce que vous faites et qui vous demande peu d'énergie? Qu'est-ce qui est fluide? Qu'est-ce que vous faites de manière fluide, naturelle, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir? Vous voyez absolument pas le temps passer. Donc, faites-nous votre petit retour. Ouais, le lien avec le temps est très intéressant. C'est marrant que tu dises ça parce que moi qui m'intéresse beaucoup, comme j'en parlais un tout petit peu sur la physique quantique, etc., le rapport au temps est extrêmement intéressant. Einstein l'affirmait, il y a beaucoup de physiciens qui l'affirment, le temps, et on va y arriver, c'est une histoire de temps justement, mais dans quelques années, je suis convaincu, et dans cette vie, je le verrai, qu'on arrivera de façon mathématique à prouver par équation que le temps n'existe pas. Et en fait, quand on est en amour avec quelqu'un, non pas une relation romantique, mais quand on est vraiment dans cet amour pur, blanc, universel, quand on est dans l'altruisme et quand on vit un moment
de sincérité, de joie et d'authenticité avec quelqu'un, effectivement, là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Le temps, ça part en sucette. C'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, Ça va trop on a vite. l'impression qu'il y a eu un instantané là. On parle, et en fait, il s'est passé 2 heures. Alors qu'on a l'impression qu'on échange que depuis 10 minutes, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment le point commun à toutes ces rencontres où, justement, il y a quelque chose d'exaltant, de merveilleux, d'essentiel. Ouais. Et je pense qu'il faut accueillir ça dans sa vie, et j'aurais même envie de dire de le provoquer. Voilà, et en étant très clair sur le fait que ça n'est pas du romantisme, ça n'est pas ce n'est pas maladroit, voilà, on a le droit de vivre ça et d'être voilà, dans le verbe avec une personne avec énormément d'amour en fait. Ouais. Et ça peut être avec nos clients, ça peut être avec nos familles, ça peut être en couple, ça peut être avec nos enfants, ça peut être avec un SDF dans la rue, une demi-heure. Tout est possible. Ouais. Alors, il y a Isabelle qui nous a répondu. Elle, ce qu'elle aime, ce qui lui la met en joie, c'est transmettre, être utile, aider les jeunes à révéler leurs talents. Bon, bah, une sœur accompagnatrice alors. Et alors, Isabelle, as-tu identifié ton talent à toi? Euh, Alors, petite information quand même essentielle. Il y a Frédéric pour ce live qui nous propose une offre exclusive. C'est vraiment, vraiment pour ceux qui sont présents, qui nous écoutent ce soir. Donc, je te laisse en parler. Tu le feras mieux que moi. Quelle est la magnifique offre que tu proposes? Bah, écoute, c'est très simple. En fait, en tant que coach, j'accompagne de deux façons. Soit d'une façon classique, où les personnes en fait en présentiel ou à distance, parce que j'ai des clients à l'étranger, et ben, on va se voir, on va faire des séances toutes les 2, 3, au pire 4 semaines. Et donc, c'est un processus. Et donc, ça, c'est plutôt quelque chose de classique. Et en général, je demande aux gens de s'engager sur un minimum de 6 séances, en plus de l'anamnèse, qui est la séance zéro, parce qu'au bout de 5, 6 séances, le talent émerge. Dans la méthodologie que j'ai créée, ça fonctionne. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que le but du coaching, c'est pas de nourrir le coach financièrement, hein. Le but du coaching, c'est de passer à l'action et d'être le plus autonome possible sur la résolution de problèmes. Bon. Et en fait, je propose un autre format qui fonctionne très bien, qui s'appelle le Grand Chelem du talent. Et le Grand Chelem du talent, ça a le même objet, hein. L'objectif, c'est d'identifier son talent, mais c'est de façon très concentrée en une journée. Donc, en fait, j'accompagne, j'ai déjà accompagné, je crois, une bonne dizaine de personnes comme ça depuis un an, depuis une bonne année. Et en fait, bah, on se voit et tout est très structuré. Donc, sur une journée complète, on va faire un récit de vie. Donc, la personne va me raconter sa vie. Je vais prendre des notes pendant 2 heures. Et donc, je vais pouvoir avoir énormément d'indices, hein, comme ça. Et puis, il y a ce que je ne dis pas toujours forcément, mais il y a aussi ce qui se passe de façon plus intuitive et de façon plus invisible. Je vais capter des choses aussi parfois qui s'avèrent a priori justes. Et du coup, ça va être vraiment le socle de la journée. Ensuite, je vais faire un atelier portrait chinois qui permet d'identifier les valeurs et les traits de personnalité de la personne coachée. Il va y avoir un atelier ligne de vie dont je parlerai tout à l'heure qui permet d'identifier des zones de talent. Et puis un atelier Ikigai ou autre qui permet de verbaliser le talent. Donc vraiment arriver en entonnoir juste à la quintessence et une phrase ou 2 phrases qui définissent le talent. Et on finit par un plan d'action en fonction du projet de la personne, soit elle veut être salariée, indépendante, dirigeante ou autre. Voilà. Et donc ça, c'est concentré sur une journée. Et en fait, cette journée-là, pour un particulier, elle coûte à peu près 500 euros, elle coûte 497 euros. Et le coaching, bah, je suis à 70 euros de l'heure.
TTC. Et donc, les séances durent 1 heure ou 1 heure et demie selon l'envie du client. Et donc, l'offre que je propose, c'était tout simplement une remise de 70 € sur l'un ou sur l'autre. Voilà. Et comme on en a parlé, cette offre-là, elle est limitée dans le temps. Pour moi, c'est un cadeau que je vous propose jusqu'à la fin de semaine. Tu disais dimanche midi, par exemple. Jusqu'à dimanche midi, exactement. Donc, jusqu'à dimanche midi, vous pouvez profiter de cette offre. Où est-ce qu'on la retrouve? Sur ton site? En fait, comme c'est quelque chose qu'on a imaginé exclusivement pour ce live, elle n'est pas décrite comme ça sur le site internet ou autre, mais par contre, on peut contacter en message sur Facebook ou par mail et je pourrais en commentaire, là, je pourrais renvoyer le lien vers mon site web et me contacter directement et dire que la personne était là au live et voilà. Ok, donc voilà, vous avez les infos. Donc, c'est une offre exclusive pour ceux qui sont là, qui participent, qui nous écoutent ce soir et éventuellement en replay jusqu'à dimanche midi. C'était une des questions que je voulais également te poser. C'est-à-dire que quand on trouve son talent, tu mets quoi? Tu mets un mot, tu disais que tu pouvais le verbaliser à la personne sous forme de phrase. Donc, si tu pouvais donner justement juste quelques mots comme ça pour que les personnes elles comprennent bien, ça serait quoi par exemple? J'ai le talent du pédagogue, j'ai le talent dans la communication, j'ai le talent… En fait, on est souvent sur des phrases. C'est rarement des groupes nominaux, mais on est souvent sur des phrases. Et en fait, pour moi, le talent, ça peut, dans la verbalisation, ça peut passer par des néologismes, c'est-à-dire inventer des nouveaux mots. Et pourquoi? Comme je l'ai dit, on en manque en fait de mots. Il y a des mots qu'il faut créer pour décrire le subtil. Et donc, pour essayer et tenter de faire comprendre au monde qui on est. Les mots manquent, donc il faut les créer. Et en fait, des fois, j'aide justement à accoucher de ces mots-là. Mais sinon, c'est plutôt des phrases en fait avec des verbes d'action et des compositions comme ça de mots qui vont parler à la fois de la personnalité de la personne, de ce qu'elle sait faire, de qui elle est en profondeur, etc. Et pour donner des exemples, moi, dans certains univers, je me décris comme un facilitateur de conscience quantique. Donc, un facilitateur de conscience quantique, c'est pas commun. On comprend ce que ça veut dire. Et c'est pas, voilà, c'est assez singulier. J'avais un ami dans mon réseau qui se disait installateur de différenciation. et je trouvais ça très, très moche en fait. Ça faisait rigoler parce que ça faisait je le voyais comme un bricoleur. Ça fait électroménager, ouais, exactement. Ça fait électroménager, ouais, c'est ça. Ça fait un peu le mec qui débarque, qui va te mettre ton four ou qui va livrer ton four. Ça fait pas rêver, ça. Hein. Ça fait pas rêver. Et pourtant, c'était très juste parce qu'effectivement, il allait programmer, il avait un profil ingénieur, évidemment, et du coup, il avait un profil de technico-commercial et en fait, il était dans le marketing, dans le conseil en vente et en marketing. Et effectivement, dans les entreprises, il intervenait pour créer la différenciation au niveau économique et ça fonctionnait bien. Et Thierry avait inventé cette expression. Donc, et effectivement, c'est pas rond à l'oreille, mais c'était juste en fait pour lui. Voilà. Et puis pour d'autres, ça peut être des phrases comme par exemple, alors c'est difficile de mémoriser des choses comme ça, mais sur un de mes clients récents, j'ai quelqu'un qui va devenir futurologue. Sachant que c'est un terme qui commence à être connu, mais pas trop, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il va être futurologue en développement personnel d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment une phrase assez longue qui décrit ça, quoi. Donc, futurologue en développement personnel qui s'appuie sur des technologies énergétiques. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, on est sur quelque chose de très singulier. Ok, donc trouvez votre mot. Alors, je le répète,
une première phase, hein, ne trouve pas sans talent, sans introspection, sans passer par la connaissance. Enfin, c'est la connaissance de soi, hein, tu le dis aussi beaucoup, hein, sur ton site. Donc, introspectez-vous, prenez le temps, allez à la recherche, allez. C'est un voyage, hein, moi j'aime bien utiliser ce terme. C'est un retour à soi, c'est qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui est fluide pour moi, qu'est-ce que je fais facilement, qu'est-ce qui m'amène dans le flot de la vie. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment des pistes pour vous aider à trouver votre talent. Alors on a un long message de Karine, je suis consciente de mes talents, mais j'ai des difficultés à me lancer dans ce que je veux vraiment faire. Je suis enseignante dans l'éducation nationale et c'est difficile de quitter ce confort financier de sécurité. J'ai un TDAH et mon anxiété m'empêche de me lancer dans mon talent pour lequel je gagnerai moins bien ma vie. Qu'en pensez-vous, Frédéric? Alors là, moi, quand j'entends ça, je frémis. J'adore parce que c'est typiquement ce genre de problématique que j'accueille en coaching. Alors, c'est génial. Bon, mais peut-être que tu as envie de répondre toi aussi, parce que je suis invitée, mais et toi, comment tu voudrais répondre à ça, toi? Alors, je suis consciente de mes talents, mais alors, c'est vrai que moi aussi, évidemment, en consultation individuelle, j'ai des personnes qui me disent ça, qui me disent je ne suis pas alignée, j'ai envie de changer, mais la sécurité, la zone de confort, justement, fait qu'on reste bloqué parce qu'on a nos peurs. Et si à un moment donné, on veut s'aligner à qui on est vraiment, eh ben, ça demande de sortir de cette zone de confort, de cette sécurité-là, financière-là, dans votre cas, et de basculer, sortir de la zone de confort et de basculer dans la zone de talent. Ça demande du courage, ça demande beaucoup d'audace, ça demande. Il y a une question pour moi de dépassement de soi là-dedans, mais je demande vraiment à faire peser dans la balance régulièrement aux gens entre votre sécurité, évidemment, ça nourrit beaucoup de besoins, euh, mais à côté de ça, qu'est-ce qui est plus important entre je suis dans mon petit confort et ben, au final, tu parles du corps, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on n'est plus aligné, en tout cas si je ne parle que de moi, je sais que quand je ne suis pas alignée, je le ressens dans mon corps. Donc ça va être un mal-être, un malaise, ça peut vraiment se cristalliser même dans des symptômes bien précis. Donc c'est où je reste dans ma zone de confort avec tout ce que ça peut m'apporter et c'est OK. Ou alors je fais le choix de m'aligner avec qui je suis vraiment, au risque, oui, de gagner moins ma vie, au risque d'être à un moment donné un peu vulnérable, mais c'est le chemin pour se reconnecter à qui on est et pour être dans du bonheur, dans la joie, dans quelque chose qui est plus profond. Donc là, c'est la première réponse comme ça là, qui me vient. Alors, merci. Alors, c'est complètement cohérent avec voilà ce que je partage avec mes clients aussi. Pour répondre à ce cas, j'ai envie de partager plusieurs choses. Déjà, j'ai une cliente Véronique, j'ai eu une cliente Véronique. Donc, elle, sa situation, elle a travaillé dans le monde de la finance pendant très, très longtemps. Et du coup, bah, il y a vraiment cette quête de sens, etc. Donc, une femme qui a perdu son conjoint et qui a 3 enfants, qui a dû élever ses enfants toute seule. Donc, son conjoint est décédé, je crois, d'une maladie dans mes souvenirs, voilà, longtemps auparavant. Et elle vivait dans une maison dont elle était propriétaire. Et en fait, pendant le coaching, ce qui émerge, c'est que son talent, il est vraisemblablement autour du soin et probablement autour du métier de médecin. Et donc, dès le début, la séance commence et on reparle de ça. Et en fait, la séance commence avec 2 croyances limitantes très fortes. C'est devenir médecin, c'est impossible pour 2 raisons. C'est un, j'ai pas le temps parce que j'ai 48 ans et on ne commence pas des études de médecine à 48 ans.
Et de toute façon, c'est des études longues, donc je n'ai pas les moyens de payer ça, en fait. Je dois assumer en tant que mère. Mon dernier, il est encore adolescent, pré-ado. Donc, je suis seule à assurer mes 3 garçons. C'est pas possible. À la fin de la séance, elle est repartie avec ses croyances explosées. Comment ça a été possible? En fait, déjà, je lui ai dit, est-ce que tu connais l'espérance de vie moyenne d'un Français aujourd'hui? Est-ce que tu sais que pendant très très longtemps, l'expérience de vie d'un Européen a augmenté de 3 mois chaque année? Que très probablement, nous sommes une génération qui va avoir énormément de centenaires et que très probablement, la plupart d'entre nous, nous allons travailler tous autant qu'on est, au moins jusqu'à 70 ans, et que nous serons en santé tout à fait correcte. Ok, donc déjà, premier point. Ah oui, donc je lui dis, on oublie l'argent. Si tu n'as pas de problème d'argent et que tu fais tes études, pendant combien d'années tu pratiquerais la médecine? Et là, elle a calculé, elle pratiquerait la médecine 20 ans. Je lui ai dit, si la médecine, c'est ton talent, si ça te permet d'être en joie au quotidien, d'être à ta juste place pour servir les autres et que ça ne te demande aucun effort et que tu seras vraiment à ta place, est-ce que tu ne crois pas que ça vaut le coup pour toi et pour les autres de faire ça pendant 20 années? Bon. Et la réponse était oui, ça vaut le coup en fait. Et est-ce que tu te sens capable de reprendre des études et d'apprendre en fait? Oui, donc je n'ai pas de problème intellectuel. Donc, ok. Et deuxième sujet, c'était l'argent. Et en fait, comme elle vient du monde de la finance, commissariat aux comptes, etc. et tout ça. Et en fait, elle a fait un petit calcul rapide. Je lui ai dit, mais tu sais, tu m'as parlé d'une maison. Et ta maison, là, elle vaut combien ta maison si tu la vendais? Et donc, elle a fait un petit calcul rapide et elle s'est rendue compte qu'entre son épargne et le fruit de la vente de sa maison, elle pourrait subvenir à ses besoins et de ses enfants, et ceux de ses enfants, pendant plusieurs années, jusqu'à temps qu'elle devienne interne, métier interne, et commencer à avoir un début de revenu, et que, bon an, mal an, c'est jouable en fait. Et la semaine d'après, elle a candidaté devant un jury pour rentrer à la fac de médecine. Oh, excellent. Et alors, elle l'a eu Et donc, non, parce qu'en fait, c'était trop tard. En fait, son dossier n'était pas assez solide. Ah, oui. Il y a eu beaucoup de gens en face qui avaient eux aussi des croyances limitantes. Et dans le jury, il y avait un homme, bougon, âgé, qui lui disait en gros… c'est n'importe quoi, non mais enfin voilà, qui mettait la tête sous l'eau. Et puis 2 femmes, dont une âgée, une plus jeune, et puis qui lui disaient vraiment, vraiment c'est courageux, bravo, allez-y, on vous soutiendra, etc. Et donc elle s'est préparée, donc elle a fait une formation, je crois, en hypnose ou en hypnothérapie pendant 1 an, et en parallèle, elle a fait une prépa médecine, et ensuite elle a effectivement commencé ses études en médecine, si je ne dis pas de bêtises. Oui, donc c'est là, effectivement, tu dis quelque chose vraiment de clé. C'est nos croyances nous limitent. Si on n'arrive pas à faire ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment, vraiment lié à ces croyances-là. Donc, de dire que voilà, je ne peux pas à cause de telle chose ou à cause de telle autre chose, si c'est votre chemin, les choses se feront de manière fluide, naturelle, vous rencontrerez les bonnes personnes au bon moment, les choses se mettront en place. Donc, l'anxiété, c'est pareil pour son anxiété l'empêche de se lancer. L'anxiété, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment comment je peux dire ça, vous en libérer. Donc, juste identifier quelles sont les causes de votre anxiété, qu'est-ce qui vous crée cette anxiété-là. Et là-dessus, vous aurez un pouvoir d'action. Ça, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut déjà identifier nos blocages, nos croyances limitantes, nos freins, identifier les causes de notre stress, de notre anxiété, pour se dire, maintenant que j'ai identifié, je peux passer à l'action. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, pour moi, selon moi, c'est difficile de marcher sur son chemin de vie sans passer à l'action. Voilà. C'est pas juste de dire j'ai envie de faire tel métier, j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie de me réaliser comme ça. Oui, c'est la première étape, c'est déjà bien d'identifier ça. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les petits pas concrets qu'on met en place pour atteindre nos objectifs?
Donc, vous avez identifié effectivement que vous êtes anxieuse, que vous avez des besoins à nourrir, le besoin financier, mais quels sont les autres besoins qui vont vous procurer du plaisir, de la joie? Quels sont les besoins que vous aimeriez nourrir pour, euh, pour vous reconnecter, pour vous aligner, pour être heureuse, tout simplement? J'ai envie d'apporter une deuxième réponse par rapport à ça. C'est la personne dit qu'elle est, j'ai oublié le prénom, c'est Karine. Claire, c'est ça? Karine. Ah, pardon, Karine. Donc, Karine écrit qu'elle est concernée par les TDAH. Donc, c'est le trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Donc, bienvenue au club. Et ça se soigne. Hein. Et en fait, je reviens sur deux choses, la dimension holistique et les bénéfices secondaires. La dimension holistique que je décrivais précisément tout à l'heure, eh bien, en fait, on en a une belle illustration. C'est-à-dire que Karine, dans cette situation-là, pour moi, c'est évident qu'elle a besoin de travailler sur le plan corporel, sur le plan psychique, et peut-être pas, paradoxalement, sur le plan intellectuel. C'est-à-dire que finalement, la meilleure façon de prendre la décision, ça va être d'oublier de se prendre la tête, d'arrêter de se prendre la tête sur et de se flageller sur je sais ce que je veux, mais j'y arrive pas parce que voilà. À mettre ça en sommeil et plutôt d'aller sur le terrain du corps et de la psyché, peut-être aller sur de la thérapie brève, sur des croyances limitantes, etc. Et puis sur le corps, c'est-à-dire que finalement, pour les personnes qui sont concernées par le TDAH, la respiration, la sophrologie, la méditation ou le yoga sont des méthodes et des techniques qui sont extrêmement efficaces. Et comme en fait, justement, nous fonctionnons de façon holistique et que tout ça est systémique, automatiquement, il ne va pas y avoir besoin de remettre du mental, en fait. On va lâcher ça et en fait, le mental derrière, il va se calmer et il va trouver les solutions derrière comme par hasard, naturellement. C'est-à-dire une forme de fluidité qui va arriver grâce au corps, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il y a la notion de bénéfice secondaire. C'est-à-dire que quand une personne exprime ça, ben, comme tu disais, la balance, et en fait, je crois que c'est en neurosciences ou en PNL qu'on parle de ça, c'est Laure qui m'avait parlé de ça, Marie-Laure, en fait, la notion de bénéfice secondaire, en fait, on va mettre dans la balance ce qui nous fait souffrir, ce qui est inconfortable ou qui nous fait souffrir, et en face, quelque chose qui ne nous convient pas. Et en face, en fait, on va identifier en quoi cette situation inconfortable, elle est associée à des bénéfices, en fait. Donc, dans le cas de Karine, le bénéfice, c'est la sécurité financière. Mais il n'y en a peut-être pas que ça. Je vais dire des bêtises, je ne connais pas Karine, mais peut-être que son père ou sa mère était aussi dans l'enseignement. Peut-être que ses parents étaient dans l'enseignement, peut-être qu'un des deux parents l'a influencé pour aller dans cette voie, alors qu'en fait, c'était peut-être pas sa mission de vie, etc. Donc peut-être qu'il y a un truc qui n'est pas aligné. Je dis peut-être des bêtises. Bref, il y a peut-être des choses qui font que, bon, c'est pas juste. Et du coup, bah, le bénéfice secondaire, c'est le faire plaisir, le fameux je fais plaisir. Donc, c'est le faire plaisir à papa ou à maman. Oui, il y en a plein d'autres des bénéfices secondaires. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire l'exercice de conscientisation grâce au coaching et aux thérapies brèves, de faire un travail de conscientisation, de faire émerger ces bénéfices, en fait. Et une fois qu'on les a identifiés, on les met sur la balance, en fait. Et là, il y a deux cas de figure. Soit, en fait, les bénéfices sont supérieurs à la souffrance. Et là, j'ai envie de dire méchamment, arrête d'embêter ton monde, arrête de te plaindre. C'est-à-dire que là, du coup, tu fais en conscience, tu restes dans la situation en conscience parce que tu sais que tes bénéfices sont supérieurs. Donc là, l'action que tu peux faire, c'est arrêter de râler et fort de cette conscientisation, bah, faire en sorte que ce qui est inconfortable ou qui crée de la souffrance, ça va passer parce que de toute façon, c'est inférieur aux bénéfices. C'est quand même assez rare. La plupart du temps, on se rend compte que les bénéfices secondaires sont inférieurs à ce qui nous fait souffrir. Et là, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que la mécanique, en fait, elle va être d'identifier pour chaque bénéfice comment je peux créer les conditions pour avoir ces bénéfices sans
avoir la situation qui me fait souffrir. Et là, ça devient très intéressant puisqu'en fait, on peut créer dans la matière, créer dans la vie tout ce qu'on pense en fait. Donc, par créativité et en étant accompagné, on peut créer en fait des conditions différentes pour avoir les mêmes bénéfices, mais sortir de cette zone qui est une zone de souffrance ou d'inconfort. C'est possible en fait. Voilà. Tout est possible. Isabelle, des fois j'ai un problème de légitimité quand un jeune change son projet professionnel suite à mes interventions. Est-ce parce que je ne suis pas alignée? Parce que ce n'est pas un talent finalement que j'ai? Parce que ce n'est pas un talent finalement que j'ai. As-tu compris? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oh oui. Des fois, j'ai un problème de légitimité quand un jeune change son projet professionnel suite à mes interventions. Est-ce parce que je ne suis pas alignée? Point d'interrogation. Mais elle dit quand un jeune change son projet, son Oui, orientation. tout à fait. Oui, elle est enseignante. Ah, d'accord. Donc, en fait, elle est en train de s'approprier une responsabilité qui est le choix du jeune à changer d'orientation, c'est ça? Et elle se l'approprie, c'est ça? Et du coup, c'est pas agréable. C'est ça que j'entends, en fait. Oui, moi aussi, c'est ce que j'entends, tout à fait. Hmm. Mais elle parle de problème de légitimité. Hein. Bien sûr, de légitimité. Mm. C'est intéressant. Moi, je reviens souvent aux accords Toltec et puis au sujet de la distinction entre l'empathie et la compassion. Mais je ne vais pas pouvoir m'étaler sur tout ça, mais en gros, dans les accords Toltec, les quatre principaux premiers, il y a le fait de ne pas faire de suppositions. Ne fais pas de suppositions. Est-ce que j'ai envie juste de lui poser une question, c'est est-ce qu'elle a la certitude que lorsque ces jeunes changent d'orientation, elle en est 100% responsable? Première question. Et ensuite, j'ai envie de poser une autre question, c'est en quoi c'est quelque chose de négatif? Je ne suis pas certain que ce soit quelque chose de négatif. Et après, je vois qu'il y a le sujet de la légitimité. Et je pense que là, on ne peut pas répondre comme ça sur un coup de tête parce à mon avis, il y a des étapes entre ce qu'elle exprime et le sujet de la légitimité. Je ressens qu'il y a des étapes, il y a des sujets et je ne sais pas comment répondre. Très bien. Alors, on va clôturer en parlant quand même de l'atelier ligne de vie. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, alors c'est à ce moment-là que vous devez prendre des petites notes pour pouvoir faire l'exercice. l'exercice. Prenez papier et stylo. C'est ça. Voilà, ça, c'est encore des pistes de réflexion pour vous aider à trouver vos talents, à vous aligner à qui vous êtes vraiment. Alors, c'est un exercice, donc il faut savoir qu'il y a un outil qui porte le même nom, hein, mais du coup, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, l'atelier ligne de vie, c'est quelque chose que je fais faire en coaching et je fais en individuel ou en collectif. Donc, le principe est le suivant. Au niveau matériel, en fait, donc le but du jeu, le but de l'exercice, c'est de voir assez rapidement émerger des zones de talent. Donc, c'est quand même assez intéressant et puissant. Donc, au niveau matériel, en fait, idéalement, c'est d'avoir une grande feuille format A3 ou carrément plusieurs pages A4, les scotcher et tout, mais d'avoir une grande feuille panoramique horizontale. Et ensuite, avec un feutre neutre, noir ou gris, de tirer une ligne horizontale sur toute la longueur. Comme je reviens, je suis là, comme ceci. Voilà, tout simplement. Hein. Et en fait, ici, à l'extrémité gauche, oui, c'est ça. En fait, au début, c'est votre date de naissance. Et puis, à l'extrémité droite, c'est aujourd'hui. Et donc, si par exemple, vous avez 40 ans, eh bien, ou 50 ans, vous allez pouvoir mettre des petits jalons, 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. OK ? Ensuite, il faut avoir pas mal de feutres de couleur sous la main et on va commencer par avoir une première consigne, c'est d'écrire dans un angle la légende joie-plaisir, dans la couleur qui fait sens pour vous. À quelle couleur associez-vous joie et plaisir? Si dans l'audience, on a des
des gens qui sont concernés par la synesthésie, par exemple. Vous irez voir ce que c'est, la synesthésie. Eh bien, c'est important. Donc, j'associe une couleur à la joie et au plaisir. Et ensuite, faites ce travail-là, bien sûr, tout seul en introspection et surtout dans un endroit calme. Et vous allez réfléchir à des souvenirs de vie, des moments dans votre vie de réalisation, alors pas de réalisation, des moments en général où vous avez ressenti une grande joie et un grand plaisir, une sensation de joie immense. Voilà. Et là, du coup, il y a deux cas de figure. Soit c'est un moment ponctuel, soit c'est une période. Donc, si c'est un moment ponctuel, si par exemple, moi je décide que, par exemple, je ne sais pas, joie et plaisir, là j'ai le violet qui me vient, par exemple, c'était voilà, quand j'avais 12 ans, je vais écrire que j'ai gagné une coupe de judo ou de karaté et j'étais hyper fière de moi, j'avais une sensation de joie immense, etc. Et puis peut-être que pour Karine, peut-être que ça va être de 1998 à 2012, je dis une bêtise. Peut-être que par exemple, pendant un certain nombre d'années, donc on fait une ligne horizontale, pendant tout ce temps-là, eh bien, j'ai ressenti énormément de joie à pratiquer mon métier d'enseignant, par exemple. Donc voilà, donc ça, vous faites d'abord ce travail-là et de façon exhaustive, donc sans limite, hein, vous pouvez mettre autant de souvenirs que vous voulez. Ensuite, hein, vous allez écrire la deuxième légende avec une autre couleur et là, vous allez mettre fluidité, simplicité. Donc la fluidité, simplicité, donc pour moi, ce serait avec cette couleur-là, par exemple, hein, l'aquatique, et donc la couleur de l'eau, de l'air, et donc je vais écrire fluidité, simplicité. Et là, l'idée, c'est de se souvenir de réalisation, c'est-à-dire des moments dans votre vie où vous avez réalisé quelque chose. Une réalisation, c'est quelque chose que vous créez, que vous fabriquez, que vous faites pour autrui, dans ma définition. Et cette réalisation, elle peut être dès la petite enfance, votre premier collier de nouilles pour maman, ça peut être vos premiers coloriages ou que sais-je, et pendant toutes vos études, donc primaire, collège, lycée, études supérieures, etc. Ça englobe aussi toutes vos expériences professionnelles, également extra-professionnelles, donc par exemple des activités caritatives, de bénévolat. Et enfin, tout ce qui va être vos passions, vos hobbies. Donc tout ça, vous mettez dans un gros sac qu'on va appeler les réalisations. Et donc, le mot fluidité, simplicité, eh bien, vous devez vous souvenir de moments dans votre vie où vous avez réalisé quelque chose de façon extrêmement fluide, extrêmement simple. Donc, c'est justement, comme je le disais, ces moments où finalement, c'est naturel, c'est inné, on n'a pas de sensation d'effort. OK ? Et puis, pour finir, on va, c'est vrai que le jaune, par exemple, la lumière, enfin, on va écrire le mot gratitude, qui est le troisième et dernier critère. Donc, le mot gratitude, et donc, je ne répète pas ce que je dis tout à l'heure, mais c'est la gratitude qu'on reçoit. Et là, c'est aussi des souvenirs de réalisation. Un moment dans votre vie, vous avez réalisé quelque chose et vous avez reçu de la gratitude. Et je vous ai donné des indices sur comment identifier de la gratitude qu'on reçoit. Donc voilà. Sachant que j'ai oublié une consigne très importante. Si, et je vous le souhaite, si vous avez écrit quelque chose avec la première légende et que quelque chose de joyeux, de très joyeux, et également un souvenir de fluidité, et bien dans ce cas-là, vous prenez le feutre de fluidité et vous entourez ce que vous avez écrit dans le code couleur. Et pareil, après, si c'est aussi un moment de gratitude, vous entourez aussi ce que vous avez déjà écrit. Alors, là, vous avez fait l'essentiel du travail. Maintenant, ce qui devient intéressant, il faut se poser une question. La première question, c'est y a-t-il plusieurs souvenirs où les trois convergent? Y a-t-il des souvenirs qui sont à la fois des souvenirs de joie, de fluidité, de gratitude? Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'invite à faire une relecture de tout ce qui a été écrit pour éventuellement enrichir, alimenter et peut-être se rendre compte, ah mais oui, mais c'est vrai que ce souvenir-là,
j'avais aussi reçu de la gratitude. Donc j'entoure, etc. Bien sûr, en étant le plus honnête possible envers soi-même. Bien sûr. La plupart du temps, il y a au moins deux, trois souvenirs où on a les trois. OK ? Les rares situations où il n'y a aucun souvenir où les trois convergent, les gens qui sont concernés par ça, pour moi, il y a deux raisons. Soit on ne fait pas bien l'exercice, on n'est pas concentré, on n'a pas la tête à ça, on n'a pas envie, etc. Il y a des blocages et on le fait de façon brouillon, on n'est pas dedans. Ou on est fatigué, ou on est malade, ou que sais-je, on n'est pas dans un état normal. Ou alors, pour moi, je l'interprète comme des blocages. C'est-à-dire que moi, j'ai vu une étudiante, par exemple, qui clairement avait un comportement révélateur de blocage psychologique et de posture. Et ça ne m'a pas étonné qu'elle ait ce problème-là. Donc, je pense que si effectivement, il n'y a rien qui émerge comme ça, ou il n'y a aucun souvenir, on a les trois, ça peut être potentiellement qu'on a des blocages. Donc, ça veut dire on va aller voir le thérapeute et puis c'est parti. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas fou. C'est-à-dire qu'il y a des blocages, donc on a besoin d'être accompagné par un coach, un thérapeute ou autre. Mais la plupart du temps, la grande plupart du temps, on a ces souvenirs-là. Donc, une fois qu'on a identifié ça, on écrit sur une feuille ces souvenirs-là et on laisse reposer, on intègre. C'est-à-dire qu'on est en train de réaliser que dans notre vie, il y a plusieurs souvenirs, plusieurs moments qui ont réuni les critères d'une zone de talent. Donc, c'est la clé de compréhension, c'est de se dire que si on fait tout ça, c'est pour identifier des zones de talent. Donc, c'est intégrer, infuser ça. Donc, quelques minutes. Pour les gens qui font de la méditation, de la sophro, du yoga, ça peut être intéressant de faire une séance. Voilà. On reprend l'exercice. Et après, la deuxième question, c'est question de coach ou de thérapeute, quel sens je fais, quel lien je fais entre tous ces souvenirs où les trois convergent. Et alors là, c'est là où tu as la quintessence, en fait. Et c'est là où tu as des indices extrêmement puissants. Et tu as des mots qui arrivent, en fait. Et donc, ces mots-là, tout ce qui vient là, il faut les écrire, en fait. Et l'exercice s'achève ici avec ces mots, voire ces phrases qui probablement décrivent une zone de talent. Et après, faut continuer avec d'autres exercices. Mais c'est déjà assez fort parce qu'en 1h30, 2 heures, tu peux changer ta vie. Hein. Voilà. Si tu fais le choix d'aller là où est ton talent, tu peux décider de poser ta dème le mois d'après. Hein. Bon, alors voilà, petit temps d'introspection avec cet exercice-là qui va vous aider à trouver votre talent, qui va vous aider à vous révéler. J'aime bien une des phrases que tu dis, au-delà d'un épanouissement personnel, il est presque un devoir pour chacun d'entre nous de révéler au monde ses talents. Au-delà de trouver le bonheur au travail, de trouver sa voie professionnelle, il y a cette mission de vie que vous pouvez incarner et réaliser pour autrui ici et maintenant. Alors avant, effectivement, j'ai envie de dire d'accomplir cette mission pour autrui. On est au niveau de l'échelle de la pyramide de Maslow, au niveau du dépassement de soi. Il y a vraiment l'accomplissement de soi pour moi. Donc, révélez vos talents déjà à vous-même, identifiez-les, incarnez-les, proclamez vos talents et ensuite ça va vous amener sur votre chemin de vie à l'offrir au monde. Ça sera votre contribution au monde. On s'épanouit, on se révèle, on vit un état de bonheur durable quand il y a quelque chose qui vient, qui est au-delà de nous. Donc voilà, c'est le message. Est-ce que tu as autre chose à terminer pour conclure, Frédéric ? Pour conclure, je vais abonder dans ton sens parce qu'effectivement, j'aime bien dire que quand on trouve son talent, on est comme un enfant au pied du sapin de Noël. On est dans la jouissance, en fait, de l'espèce de candeur, en fait, et on est sur un petit nuage. Il y a une expression que j'ai inventée, que j'aime beaucoup, pour moi, quand on ressent ça, on est presque dans un état amoureux, d'amour romantique, et j'aime bien dire qu'on a les papillons qui rugissent. Donc, papillons qui rugissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la légèreté du papillon qui s'envole et qui est beau et qui est magnifique.
Et en même temps, tu as tu as le lion, quoi. Tu as le feu, tu as vraiment le rouge, tu as vraiment l'action et tu sens que là, tu es vraiment dans l'accomplissement de quelque chose, quoi. Et que tu veux vraiment agir, quoi. Et c'est ça les papillons qui rugissent. Et donc, il y a cet état-là. Et en fait, il y a une étape plus importante derrière. Et pour moi, c'est une histoire d'éveil de conscience et de maturité. C'est qu'une fois qu'on est dans sa zone de talent, qu'on le met en lumière, puisque c'est je trouve mon talent, je mets en lumière, les deux étapes. Une fois que ça s'est mis en place, en fait, il y a des personnes qui abandonnent ou il y a des personnes qui n'y vont pas. Qui ont conscience de leur talent, mais qui restent sur des croyances limitantes ou qui font le choix de ne pas y aller parce qu'ils préfèrent un certain confort que des compétences leur suffisent, etc., leur permettent. Et en fait, du coup, pour moi, et c'est ma conclusion, la dernière étape, c'est le mot responsabilité. C'est la notion de responsabilité. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas pour vous, ben, faites-le pour les autres. Parce qu'en fait, pour moi, le sens de la vie, c'est de faire l'expérience de l'amour. Et en fait, j'aime bien dire que l'amour, c'est une danse qui commence à l'intérieur de soi et qui évolue vers les autres. Et si en fait, c'est pour ça que je dis que je suis contre l'idée de Jean-Paul Sartre qui disait l'enfer, c'est les autres. Je pense que l'enfer, c'est la solitude, en fait. L'enfer, c'est l'individualisme. L'enfer, c'est de vivre une vie seule, en fait, toute sa vie. En fait, je pense qu'on est là pour faire l'expérience de l'amour et pour être utile aux autres, il faut faire tout ce travail de nettoyage, etc., donc d'amour de soi, en fait. Tout ce qui est thérapie, coaching, tout ça, c'est un travail d'amour de soi. Une fois qu'on s'aime, eh ben, effectivement, on va pouvoir semer autre chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir poser des graines chez les autres et donc on va être utile aux autres. Et ça, c'est une responsabilité. C'est vraiment une notion de responsabilité. Et là, et quand vous êtes à ce stade-là de réflexion, il n'y a plus de question de sens, de quête de sens. Vous y êtes, vous êtes en plein dedans. Là, vous avez répondu à votre question de quel est le sens de ma vie, pourquoi je fais ce métier-là. Bah, tu le fais parce que c'est ton talent et qu'il y a des personnes très rares, mais il y a des personnes qui ont spécifiquement besoin de ce talent-là, en fait. Donc, comme je suis geek aussi, je cite souvent l'oncle de Spider-Man qui disait « de grands pouvoirs incombe de grandes responsabilités ». Ce sera mon mot de la fin. Super, c'était génial. Mille merci, merci, merci. C'était un très, très beau live. Voilà, moi, ça m'a mis en joie, clairement, de t'écouter. Merci pour d'échanger avec toi. Merci pour cette mise en lumière parce qu'effectivement, je sais que tu as une audience importante et que tu rencontres de nombreux praticiens, de nombreux coachs, etc. Et je suis flatté que tu m'aies fait cette proposition. Donc, merci à toi de me donner de me faire cette mise en lumière aussi. Avec grand, grand, grand plaisir. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci de nous écouter. Merci pour votre participation. Je le rappelle, il y a Frédéric donc, qui nous propose une offre exclusive jusqu'à dimanche midi. Donc, si vous voulez découvrir votre talent, si vous voulez aller un peu plus loin, voilà, contactez Frédéric. Je vous mettrai ses coordonnées sous cette vidéo-là. Contactez-le. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été présent. Merci Frédéric, vraiment. Et à bientôt à tous. Belle soirée. Au revoir.